Une autre étude des récits de voyage nous amène à considérer cette forme au cinéma, puisque le XXe siècle est le siècle du cinéma et le siècle où l'art populaire devient le cinéma, et il va reprendre le motif du voyage dans une forme consacrée qu'on appelle le road movie, hein, les films de voyage, les films de la route. Et la route, remplaçant du coup le bateau, le train des siècles précédents, devient le métaphore d'un déplacement d'abord physique, bien sûr, mais d'un déplacement spirituel par la suite. La forme consacrée des premiers cinémas se rattachant à cette forme, c'est le western. Et donc, on va s'arrêter un petit peu sur ce genre particulier de l'histoire du cinéma, et du cinéma américain en premier lieu, puisque le western renvoie à tout ce qu'on a pu dire dans le cours jusque-là sur les implications politiques, sociales, et bien sûr dans la représentation des récits de voyage. Western, le mot déjà dit beaucoup de choses à tous ceux qui se souviennent du cours où on a travaillé sur les termes d'Occident, d'Orient, d'Est et d'Ouest. Et effectivement, Western renvoie aux États-Unis, à la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire à la construction euh, d'une nation, les États-Unis, par la conquête des territoires qui se trouvent à l'ouest des colonies originelles de 1776 et qui, euh, par des colons successifs, par des voyages parfois très rudes, en tout cas très documentés, beaucoup de carnets, de routes, de notes, etc. nous sont restés, de ces personnes qui ont poussé la frontière, hein. Le mythe de la frontière et où va s'arrêter le continent américain est très important. Le western est donc le genre cinématographique qui va donner forme, va donner du coup un imaginaire à cette conquête de l'Ouest, à cette ruée vers l'or. Cette conquête s'est faite évidemment en privant les territoires aux Amérindiens, aux peuples qui n'existent pratiquement plus que dans les noms des États, Dakota, Wyoming, etc., mais dont les populations sont réduites à très peu d'individus, souvent dans des camps qu'on leur a laissés. Et donc c'est une construction violente, difficile, c'est la possession d'un territoire par ce qu'on pourrait appeler les Occidentaux, et on sait bien que cette question ethnique, raciale, sera très importante dans l'imaginaire américain et dans la construction sociale et politique du pays. Du coup, plutôt que de faire face à cette histoire, l'imaginaire va tout de suite donner les moyens d'appréhender cette histoire sans passer par la contrition, le pardon, le regret, les remords, et donc empêcher d'avancer en tant que construction nationale. Euh, c'est le rôle de l'art depuis qu'on le connaît en Occident. C'est le principe des épopées. Euh, L'Iliade, cette première épopée homérique par excellence, c'est nous les Grecs contre ces barbares, contre ces Troyens, contre ces personnes qui ne sont pas des Grecs. Et nous les avons vaincus, donc nous sommes une grande nation. Ça renvoie à ce qu'on a dit sur le cours entre eux et nous. Nous, ici, c'est les Grecs. Et donc, chanter le triomphe des Grecs dans l'Iliade, c'est évidemment se construire comme une grande nation, la nation hellène, et c'est aussi un geste politique assez fort qui va expliquer que les épopées homériques vont rester, puisque en réalité le monde hellène unifié n'existe pratiquement plus. Dès le IVe siècle, les guerres du Péloponnèse voient s'affronter Athènes et Sparte, et donc s'effondrer le principe même d'un monde unifié par la langue grecque, une même mythologie, et ainsi de suite. Donc l'art, au contraire, vient se substituer aux échecs politiques et sociaux, à l'histoire elle-même, pour construire un imaginaire. Moi, j'appartiens à ce monde grec. On retrouve la même chose dans les chansons de geste au Moyen Âge. C'est la même chose, les poètes, si on peut dire ça, on parle surtout des moines copistes, on dit le jongleur, le troubadour, le trouvère, bref, celui qui vient chanter au Moyen Âge la chanson de geste
le geste héroïque, bien sûr, c'est des chanteurs qui viennent louer le monde chrétien contre le monde qu'ils appellent mahométan, c'est-à-dire monde musulman. On est dans un contexte de croisade, on est dans un contexte pareil, de construction d'identité qui est loin d'être facile sur les ruines de l'Empire romain et pendant les années de disparate occupation des territoires européens par différents peuple, il y a, à travers la chanson de geste, qui se fait non plus en latin, mais dans les langues vernaculaires, pour nous le français, on vient chanter le triomphe de la couronne de France, Charlemagne, et de la chrétienté sous la tutelle du pape pour chasser les musulmans de nos territoires, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les Mahométans. Bien sûr, on est encore une fois dans de la construction, dans de l'allégorie. Le but, c'est de véhiculer l'image d'une nation. Évidemment, le terme est très anachronique pour ce dont je suis en train de parler, mais en tout cas, d'un groupe uni par des valeurs, par un discours, et qui donc construit son histoire, non pas sur l'histoire, mais sur la légende. Et le western, c'est tout à fait ça. Sauf que ça ne passe plus par la langue, comme l'épopée ou la chanson de geste, ça passe par le cinéma parce que la nation américaine est jeune, elle s'est construite en même temps que l'avènement des arts nouveaux, la photographie et le cinéma du 19e siècle. Donc, quand les États-Unis vont s'imposer comme l'empire dominant d'un point de vue culturel, il va utiliser tout naturellement l'art nouveau qui est en plein essor, qui se transforme d'ailleurs d'art en industrie aux États-Unis directement. Il est très célèbre que le premier film américain s'appelle La naissance d'une nation, Birth of a Nation, c'est très clair. Quel est le projet derrière, si ce n'est qu'un projet unificateur. Hein, le film est d'ailleurs aujourd'hui très problématique, puisqu'en fait il vante les mérites du Ku Klux Klan, et c'est un film à forte tonalité raciste, qui montre d'ailleurs sur quel terreau se construit cette nation américaine. Mais du coup, le western, ça va être la façon dont le cinéma, cet art utilisé donc pour construire la légende américaine, va pouvoir faire face et construire euh, une vision mythique de la construction des États-Unis par la possession d'un territoire. Du coup, ça devient charmant, ça devient tragique, ça devient parfois comique, ça devient en tout cas enthousiasmant, exaltant que de voir le triomphe du héros de western, c'est-à-dire le cow-boy contre les Indiens. Et quiconque joue au cow-boy contre les Indiens, en fait, rejoue cette histoire, mais cette histoire qui est, cette fois-ci, réduite à une part ludique, c'est les plumes, un arc, un cheval, quelques accessoires qui montrent bien l'image d'Épinal et qui montrent combien ça a marché. Hein, comment le western a réussi à écraser, sous l'angle de la légende et bien sûr du ludique, cette histoire, qui est une histoire, au fond, comme toute l'histoire, hein, faite de massacres, de troubles, de conflits résolus plus ou moins bien, et que l'historien des États-Unis fait très bien, mais qui n'a pas d'intérêt pour le groupe, c'est-à-dire le citoyen qui doit vivre et adhérer à son peuple, à sa nation, donc qui a besoin de croire en la légende nationale. Euh, c'est donc ça le western. Et quand on regarde ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ces films? On voit les grandes valeurs américaines exaltées, à commencer par l'individualisme, c'est le triomphe du héros solitaire, le cow-boy qui n'est pas tout à fait la même figure que celui du shérif. Le shérif, il représente la loi, il est censé organiser la loi dans le village, alors que bien souvent, le héros est un peu en marge de cette loi et du groupe social. C'est le héros qui est capable de se dépasser, de se transcender face aux difficultés, d'aller au-delà de lui-même, et qui va mener le groupe tout entier, là où le groupe, à la limite, fonctionnait plus ou moins bien en autarcie, avait élu son chef, c'est le shérif, etc. Euh, Pas le cow-boy. Donc l'exaltation de l'individualisme, de l'héroïsme, on voit très bien comment le western va donner au fil des décennies le super-héros américain, dont le premier, Captain America, le premier numéro de Captain America dans les années 40, la couverture, c'est Captain America
frappant Hitler. Donc l'image est très claire et on voit très bien le rôle du héros et du héros individuel, singulier, celui qui sort de la masse euh, et qui peut diriger le groupe entier. Donc cet individualisme euh, fait que le héros solitaire ne peut pas se fixer dans le village qui est le dernier village à la frontière avant que la frontière soit repoussée hein, jusqu'au Pacifique. Donc il est forcément toujours en déplacement puisque de village en village il va accomplir ses exploits. Et c'est comme ça que va se dessiner très vite l'idée du déplacement et du road movie, avec du coup le compagnon premier du cowboy. Pensez Lucky Luke, si vous en avez besoin, c'est bien sûr le cheval. Hein, et donc, on retrouve un titre comme La chevauchée fantastique de John Ford, qui montre bien le rôle du cheval, de la chevauchée, dans la figure du cowboy qui finalement devrait pas s'appeler le gardien de vache, mais devrait bien s'appeler le horse boy. Euh, le western, c'est donc des années 30 jusqu'aux années 60. Les derniers grands westerns viennent des années 60 et sublime tour de force, comme toujours avec l'art qui dépasse nos intentions. Les derniers célèbres westerns des années 60 sont réalisés par les Italiens. C'est le western spaghetti, le terme venant effectivement de cet oxymore, de cette rencontre des États-Unis et de l'Italie. Le cinéma italien est très important et très puissant dans les années 50-60. Il y a une véritable économie, il y a une véritable culture cinématographique en Italie. Et donc, le nom le plus célèbre, Sergio Leone, va faire des films avec Clint Eastwood, va faire des films dont Il était une fois dans l'Ouest. Le titre est très clair. Il était une fois ce monde de l'Amérique, le monde du western, réinventé cette fois-ci par un Européen, ce qui prouve à quel point la domination américaine est totale au XXe siècle sur notre imaginaire. Euh, ne pensez pas pour autant qu'il n'y a de western qu'à ce moment-là. Il y a eu une résurgence du western dans les années 2000. Il y a eu beaucoup de westerns récents très intéressants. C'est devenu un objet pour les grands cinéastes de justement revisiter l'histoire américaine en faisant la critique de leurs ancêtres, en faisant la critique de leurs pères, des grands réalisateurs des années 30 aux années 60, les John Ford, les Peckinpah, etc. Et pour dire, il y a une autre histoire qui est possible. Alors on va retracer nous-mêmes l'histoire du road movie, on va s'intéresser au western, et donc à différentes formes que va prendre le road movie à travers les âges. Je ne vais pas m'attarder sur le western contemporain, juste vous donner quelques exemples de la façon dont c'est retravaillé. Un western au féminin, comme le True Grit des frères Cohen, un western s'occupant, s'intéressant, retravaillant le matériau de la race et de la question raciale aux États-Unis, comme Django Unchained. C'est finalement aussi la déconstruction du principe d'individus à travers des figures cette fois-ci de groupe. On va aussi déviriliser finalement le cow-boy, hein, il chevauche, il a les éperons, il a le grand fusil, c'est une figure de la virilité par excellence, si ce n'est du machisme. Un film comme celui de Jacques Audiard, euh, encore un Français parti à Hollywood faire un western, Les Frères Sisters, euh, The Sisters Brother, euh, ou même si c'est leur nom de famille, ils s'appellent Sister, voilà, et ils sont deux frères. Déjà, ils sont deux, ils sont plus seuls, mais en plus, ils portent un nom qui les dévirilise tout de suite et qui s'attaque même à l'idée de la masculinité. Euh, donc on a des westerns au féminin, des westerns qui retravaillent la question et qui peuvent par exemple redonner la place à la figure de l'Indien, on pense à Danse avec les loups de Kevin Costner, et réfléchir à nouveau à l'histoire américaine. Donc le western n'est pas fini, mais il est clairement maintenant un objet critique et plus le grand western des années 30, mais qui avait, et c'est une critique qu'on lui a beaucoup fait, comme point aveugle la question des Indiens, qui n'étaient plus que l'ennemi.
et penser à ce qu'on avait déjà regardé dans notre séquence sur le Peter Pan et comment était travaillée la figure de l'Amérindien par les studios Disney. Donc, euh, intéressons-nous, étudions un tout petit peu plus de plus près un des westerns, à savoir euh, sans doute le chef-d'œuvre, sans doute le plus grand western de tous les temps. Et comme c'est un chef-d'œuvre, il est plus compliqué, plus intéressant que tout ce que j'ai dit jusque-là, à savoir donc La prisonnière du désert de John Ford, avec John Wayne, le cowboy par excellence, jusqu'à que Clint Eastwood lui vole la vedette, mais en tout cas la grande figure du cowboy. La prisonnière du désert est un film assez tardif dans la carrière de John Ford, hein, il date de 1956, et John Ford est lui-même revenu sur certains de ses premiers films, puisqu'il a pris conscience, hein, de la critique qu'on a pu faire sur ses premiers westerns. Euh, l'histoire, en 1968, au Texas, une famille est massacrée par les Comanches et l'oncle de la famille va avec le, le fils adoptif de la famille, hein, le seul qui a survécu euh, au premier raid des Indiens, chercher à récupérer la petite fille de la famille, seule qui n'a pas été massacrée le jour du raid, mais en l'occurrence qui a été ensuite élevée, éduquée comme une Comanche et qui est donc devenue une Indienne. Il y a ici un travail autour du coup de la question de la rencontre des cultures, la possibilité de passer d'un clan à un autre, du blanc à l'indien, et la question qui va se jouer entre les valeurs du sang, les valeurs de l'éducation, les valeurs des cultures, et finalement, on imagine bien, euh, opposer d'une part le conflit, y compris le conflit violent, euh, que une autre forme de rapport entre les deux clans. Euh, donc on va regarder quelques extraits et les commenter pour le plaisir. Après avoir étudié le western, on va donc s'intéresser à la nouvelle forme prise par les road movies dans les années 60. Cette fin, ce premier moment d'arrêt des westerns, hein, les derniers grands westerns, La Horde sauvage par exemple, c'est 69, et concomitante d'avènement d'un nouveau road movie. Donc il faut s'intéresser aux années 60. C'est une décennie charnière. Celle, évidemment, de Martin Luther King, celle donc des droits civiques, celle qui fait qu'il y a des renversements importants sociaux et politiques, la fin de la ségrégation, euh, qui vient avec du coup l'assassinat de Martin Luther King Jr. Enfin, il faut imaginer que c'est une décennie de conflit, opposition entre des valeurs conservatrices et des valeurs progressistes, le cinéma étant presque toujours dans l'histoire du côté plutôt des valeurs progressistes de gauche, même s'il y a toute une complexité de l'histoire du cinéma avec le code Hayes, etc. aux États-Unis, mais je rentre pas dans les détails qui ont fait que c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, dans les années 60, les nouveaux cinéastes sont portés par cette vague de la nouvelle génération qui s'oppose à la guerre du Vietnam, à cette guerre qui est une guerre idéologique. Or, la nouvelle génération est plutôt à gauche, donc sans être forcément pro-Union soviétique, cela va de soi. En tout cas, pas forcément pour cette violence euh, guerrière à l'opposition qu'on appelle la guerre froide. Il y a eu la crainte de la guerre nucléaire avec la crise des missiles de Cuba en 62. Il y a le fait que c'est une guerre dans laquelle, pour envoyer assez de soldats, on fait un tirage au sort des jeunes Américains pour savoir qui va être envoyé
au Vietnam, ce qui la rend très impopulaire, qui crée un mouvement de déserteurs. Il y a en même temps, du coup, les intellectuels de gauche aux États-Unis qui développent donc une contre-culture, d'autres discours. Tout cela va se transformer dans la culture populaire, dans le mouvement hippie. Euh, Simplifions, flower power, etc., consommation de drogue, alors que c'est illégal, etc. Hein. Euh, tout ça émanant d'abord des universités comme Berkeley, etc., donc San Francisco, Los Angeles n'est pas loin, c'est les grands mouvements de Californie. Hein. Donc le cinéma des années 60 devient un cinéma de la contre-culture. Il y a eu un relâchement de ce fameux Code Hays qui était une forme de censure du cinéma américain et de certaines formes, de certains discours, de certains types de personnages qui vient de tomber. Hollywood vient de desserrer du coup toute une série de règles qui étaient plus ou moins des normes, qui étaient au moins une forme d'autocensure aussi des cinéastes. Et les studios sont beaucoup moins puissants. Normalement, l'âge d'or d'Hollywood, c'est le fait que six grands studios se partagent absolument tout, toute l'industrie, et que le studio possède sous contrat tout le personnel pour faire un film. Réalisateur, acteur, scénariste, et le producteur qui crée le film choisit, parce qu'il veut faire un film sur le baseball par exemple, il va choisir un réalisateur connu pour être un bon réalisateur de films de sport. Au contraire, il fait un film sur la guerre, il va choisir un réalisateur et un scénariste spécialisé dans le genre. Et il a chacun des grands studios de l'époque, la RKO, Universal, la Paramount, la plus puissante d'entre eux, font des films de manière extrêmement verticale. Ce système-là s'écroule dans les années 50-60, hein, une décision de la Cour suprême rend ça illégal, puisque c'est une forme en fait de monopole, et cela va énormément ouvrir à d'autres formes de cinéma, à des cinéastes plus radicaux, qui jusque-là n'avaient pas leur place dans l'industrie, vont commencer à faire des films. C'est ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, The New Hollywood. Dans les années 60, 70. Son avènement, c'est les années 70. Coppola, Scorsese, Carpenter, De Palma sont les noms célèbres de ce Nouvel Hollywood euh, et qui vont triompher dans les années 70. Donc les années 60, c'est cette décennie charnière, vous voyez, d'un point de vue politique, social et d'un point de vue de l'histoire du cinéma. Ça explique que le road movie va devenir, en réalité, le chantre de la contre-culture. Il y a pour ça un modèle. Le grand modèle, c'est Sur la route de Jacques Kerouac, un roman qui a une influence majeure, et qui est un roman. Donc on associe Kerouac et les siens à un mouvement culturel artistique qu'on appelle la Beat Generation, hein, la génération du rythme, hein, où l'enjeu est de trouver un nouveau rythme au récit traditionnel, à la façon de raconter des histoires d'une part, mais aussi à la façon même d'écrire, où la phrase doit moins être la phrase de la prose traditionnelle, mais la phrase doit retrouver le rythme de la vie, y compris de ses digressions, de ses aléas, de ses détours, etc. Sur la route, vous voyez, la route est déjà là comme symbole véritablement de cette liberté en réalité. Le cheval laisse place du coup à des nouveaux moyens de transport qui sont les symboles d'une liberté individuelle. Je n'obéis plus au gouvernement, je n'obéis plus à ces lois scélérates, et moi, individu, j'ai mes valeurs. Et ma valeur suprême, c'est la liberté. Personne ne pourra me fixer dans donc des valeurs traditionnelles, les valeurs donc chrétiennes, les valeurs de la famille, les valeurs du patriotisme. Au contraire, je suis jeune, j'ai la route devant moi, j'ai l'horizon. Vous ne pourrez pas m'enchaîner. Je suis libre et je vais vivre ma vie à son maximum. C'est ainsi hein, que va se développer le road movie dans les années 60, dont le film le plus célèbre est sans doute Easy Rider de Hopper. Et le titre me permet de faire la transition avec le western traditionnel à travers le polysémie du verbe to ride, hein, qui veut dire à la fois chevaucher, mais qui veut aussi dire chevaucher, vélo et moto. Easy Rider, c'est le film de motard par excellence. Hein. Sur le poster, on voit les motards, et c'est la liberté donnée par cette, si vous acceptez la métaphore un peu, cette espèce de cheval mécanique qu'est la moto. Donc Easy Rider, il y a un film qui s'appelle Macadam Cowboy. Je crois que la transition est tout à fait claire. Alors c'est le titre français, en réalité le film s'appelle Midnight Cowboy en anglais, mais le titre français a le mérite d'expliciter mon idée, à savoir le passage du western
à cette contre-culture, le road movie comme l'expression de cette nouvelle génération, euh, de ce cinéma fondamentalement de gauche, qui exalte la liberté individuelle, qui exalte parfois aussi le groupe. Ironiquement, on ne chauffe plus seul. On est un groupe de motards, on est un groupe de la Big Generation, ça devient le décapotable, on est à quatre, évidemment. Donc ce road movie a une immense influence au cours du nouvel Hollywood, donc dans les années fin 60, début 70, 80, 90, avec des figures de parias, des figures des marginaux, des excentriques, ce qui n'est pas donc au centre, à la norme, qui sont à la marge, qui sont en périphérie de cette norme. La norme, ce serait ce cinéma traditionnel, donc le drame, la comédie, mais une comédie finalement stricte, pas la comédie libératoire, cathartique, des valeurs sociales. Au contraire, donc des films qui vont devenir de plus en plus des films de genre, des thrillers, des films d'horreur, et qui vont exalter les figures de marginaux. Donc, dès les années 60, euh, la, la figure la plus célèbre, c'est ce couple, Bonnie et Clyde, ce couple de tueurs qui vont par les grands chemins. Eux, c'est la voiture, c'est la vitesse. Plus de loi, sans toi ni loi, sans foi ni loi aussi. Et donc, tuer pour vivre, quand on est évidemment un paria, un asocial, mais aussi tuer pour le plaisir, jusqu'à évidemment aller jusqu'à sa propre mort. Ben, c'est au fond une course tragique jusqu'à sa fin, hein. Quand on vit à son maximum et qu'on ne respecte plus les règles sociales, ce cinéma-là rappelle, et c'est peut-être son élément le plus conservateur, qu'il y a une fin tragique à cela. Donc il y a Bonnie et Clyde qui vont se transformer au fil des films. Par exemple, dans La planète sauvage de Malik, c'est son premier film avec Sis Pasek et Martin Sheen. Reprendre la figure de Bonnie et Clyde, en tout cas du jeune couple libre et assassin, qui vont se transformer plus ou moins en couple lesbien. Le film est très assez ambigu comme Thelma et Louise de Scorsese en 94. Donc on voit hein, toute cette circulation de ces figures, de ce couple assassin, euh, mais dont le territoire finalement c'est la route. C'est d'aller toujours plus loin, hein. David Lynch en a fait un film qui a eu la Palme d'Or en 90, Wild at Heart, hein, le cœur sauvage. En anglais, le titre français pas très bon, Sailor et Lula, mais qui rejoue Bonnie et Clyde, hein, qui rejoue le couple d'assassins, hein, qui sont interprétés par Nicolas Cage et Laura Dern. Donc, ça, la machinerie hollywoodienne est très forte. C'est-à-dire que ce cinéma qui est un cinéma de contre-culture, qui est un cinéma donc fondamentalement à gauche, va finir par se transformer en cinéma d'exploitation, comme toujours, c'est-à-dire qu'on va affaiblir et écraser le propos politique, social, c'est-à-dire l'exaltation des marginaux, c'est-à-dire l'exaltation, la remise en cause d'un ordre établi, même si on pourra critiquer les fins des films qui sont des retours à l'ordre, mais qui sont nécessaires aussi pour passer la censure et pouvoir être reçus par un public, il n'empêche qu'il y a une exaltation. Euh, et ben le cinéma va finir par transformer ça en simple euh, motif diégétique, c'est-à-dire pour raconter une histoire. Le road movie, c'est bien. Ça permet d'avoir une histoire toute faite, c'est-à-dire qu'on va se déplacer sans cesse jusqu'à arriver au point terminal qui sera ou la mort du personnage, ou sa rédemption, etc. Donc, ça va se transformer en concours de vitesse pour que le film soit exaltant et fasse venir un public, mais va du coup, donc thriller, film d'action, et va le dénuer de véritables propos politiques. Voilà. Je crois que le plus grand symbole de ça, ça reste Speed. Bien sûr, Keanu Reeves va-t-il sauver les gens dans ce bus qui fonce à toute vitesse, qui montre cette course folle, mais il n'y a aucun enjeu social et politique
derrière. Donc, le film, ça montre bien comment les années 90 vont réussir, après 2-3 décennies de ce road movie-là, à l'écraser. Alors il y a des résistances à ça. Il y a des résistances à ce mouvement hollywoodien, de l'industrie capitaliste, de transformer les motifs en simples motifs mercantiles. C'est Christine, dont vous avez ici voilà, une jaquette, Christine de Carpenter, où la voiture veut cette fois-ci posséder l'homme. Donc on a un renversement extrêmement métaphorique, extrêmement beau. Alors ça vient d'un roman de Stephen King, hein, dans lequel c'est plus l'homme aime sa voiture, on sait bien, on a tous cette image d'Épinal qui vient des séries, qui vient des films, dans lequel l'homme est toujours en train de bichonner sa voiture, qui est comme l'exaltation de sa virilité, encore une fois, avec tout un jeu sur la taille de la voiture, et la preuve de sa normalité, j'ai une voiture qui preuve que j'appartiens bien au monde social, etc., et qui est un des symboles du road movie. L'homme aime tellement sa voiture. Ici, dans Christine, c'est l'inverse. La voiture aime tellement son propriétaire. Justement, un jeune homme un peu marginal, qui est normalement le geek dont tout le monde se moque au lycée, et qui devient populaire par une très belle voiture qu'il a payée peu cher, mais qui ensuite devient fou au point, évidemment, de délaisser sa copine avec cette jalousie voiture-femme, la voiture essayant d'assassiner tous ceux qui se mettraient entre elle et l'homme. Donc ici, c'est une façon pour Carpenter de déconstruire la façon dont Hollywood est en train de transformer la voiture et tous les symboles de cette contre-culture en simple culture euh, d'une industrie marchande. La forme extrême est peut-être le Crash de Cronenberg, où cette fois-ci, il y a carrément c'est un film assez violent là-dessus, hein, Crash, où il y a une jouissance même du crash, qui est par excellence normalement la fin du trip, la fin du voyage. Donc on voit bien que cette contre-culture va quand même réussir à trouver parfois des chemins de traverse, littéralement, hein, pour contrecarrer la façon dont Hollywood va finir par simplement réduire le road movie en cinéma, d'exploitation. Donc, je vous propose de regarder un de ces films, en l'occurrence My Own Private Idaho de Gus Van Sant, Keanu Reeves, River Phoenix. Donc My Own Private Idaho de Gus Van Sant avec Keanu Reeves et River Phoenix, qui a valu à River Phoenix le prix du meilleur acteur au Festival de Venise en 91, est un film sur des marginaux absolus. En l'occurrence, ce personnage joué par River Phoenix, homosexuel, toxicomane, vit pratiquement dans la rue. Et du coup, c'est plus simplement un road movie, mais c'est aussi un film presque de la rue. Euh, il devient ami avec le personnage joué par Keanu Reeves, mais qui lui est un faux marginal. C'est un marginal dans le sens qu'il rejette son père, qui est le maire de la ville de Portland, et qui est un homme haut placé et qui a destiné à son fils un avenir brillant dans ses entreprises et ensuite en politique. Donc c'est parce qu'il rejette le poids de son passé que il se retrouve dans la rue, qu'il se retrouve marginal. Bon, il est aussi toxicomane et accompagne cet ami tout en refusant ses avances, puisque lui est hétérosexuel. Et du coup, le film devient un road movie dans lequel chacun d'entre eux euh, doit trouver un sens à sa vie. Et le film est assez intéressant pour ça, puisqu'il y a à la fois l'effet de groupe, il va y avoir un effet de groupe avec tous ceux qui sont toxicomanes, tous ceux qui vivent dans la rue, et en même temps, donc un effet de groupe au départ, et en même temps, la division de ce groupe, la dissolution de ça, c'est le problème finalement du monde américain, c'est qu'il est hiérarchisé, c'est qu'il y a des classes sociales, et qu'on a beau se donner un rôle ou un autre, on ne peut pas échapper au poids du déterminisme social, ce qui fait que au fil de leur parcours,
le personnage Keanu Reeves va accepter son origine et va de plus en plus se distinguer, devenir de plus en plus normal, tomber amoureux d'une femme, accepter son nom qui lui vient de son père, donc l'entreprise, donc de se ranger. Et il le fait d'ailleurs dans un voyage en Italie, hein. Le road movie va prendre à un moment donné un grand pas de côté, là où normalement on part de Portland jusqu'à l'Idaho, un état tout à fait pourri du Midwest dans lequel, d'où vient River Phoenix, à un moment donné, ils vont partir en Italie. Une espèce de grand pas de côté, qui est normalement un retour aux sources de la culture européenne, à la Grande Rome. Et ça va faire le déclic pour le personnage qui, justement, a un passé, quand l'autre, finalement, prendra une autre route, une autre voie, et finira le film par accepter de n'être qu'un être de la rue, de ne jamais se fixer, puisqu'il n'a pas d'origine, du coup peut-être de ne pas avoir de futur. Donc, quelques extraits pour expliquer aussi le fonctionnement, on va dire, un peu plus cinématographique. Ce qui devient intéressant dans My Own Private Idaho, et une des raisons pour laquelle je l'ai choisi, c'est qu'on le voit dans le titre. C'est son Idaho personnel, celui qu'il a rêvé et fantasmé petit, cette tentative de retourner aux origines de son existence, chercher là où ça fait que ça ne fonctionne plus, qu'il est arrivé à être prostitué dans les rues de Portland, fait que très vite on devine que le road movie des années 90-2000 devient en fait le motif euh, d'un voyage intérieur. C'est la dernière forme prise par le road movie dans les années 90-2000 et les nôtres. C'est à savoir un euh, cinéma où le voyage extérieur n'est que l'excuse d'un voyage intérieur, d'une remise en question de soi. Donc certains films assez faibles des années 2000 sont assez célèbres sur cette question. Monsieur Schmidt, Sideways, hein, Pas de côté, sont des films assez symboliques de ça. Mais il y a des modèles plus anciens en réalité à ce voyage métaphorique. Le premier d'entre eux, c'est Ce Magicien d'Oz, hein. C'est un film euh, absolument majeur de l'histoire d'Hollywood parce qu'il a tellement compté en tant que forme et en tant que propos sur le rôle de l'imaginaire et de la fiction qu'on le retrouve dans un nombre incalculable de films en tant que écho, symbole, etc. Et Le Magicien d'Oz, c'est justement ça. Dorothée doit suivre la route de Brique Jaune, donc l'image est très claire, c'est un road movie jusqu'à atteindre normalement la destination souhaitée, c'est-à-dire paradoxalement un retour chez elle. Donc on voit bien cette idée que c'est un déplacement, c'est un voyage, mais un voyage vers normalement un retour chez elle. Or, ce qu'elle découvre à la fin de la route de Brique Jaune, c'est que le magicien d'Oz est un usurpateur, il n'a pas les moyens de la faire rentrer chez elle parce qu'elle l'avait en elle depuis le début. Ce qu'elle apprend à la toute fin du film, elle avait les moyens de rentrer chez elle, sur elle, en l'occurrence symbolisée par les souliers de rubis, et donc elle a fait un voyage intérieur dans par lequel elle et ses compagnons ont tous vaincu leur peur, affronté leur plus grand défi pour montrer qu'ils étaient dignes de l'héroïsme et finalement de découvrir une vérité qui était là et cachée. Le magicien d'Oz est un usurpateur, mais il va donner à chacun des héros un signe qui va justifier son héroïsme en lui disant tu n'as pas besoin de ce que tu croyais avoir besoin, parce que c'est en toi depuis le début. Donc, Le Magicien d'Oz, c'est peut-être les Timons, hein, l'origine de tous les autres films qu'il y aura après, où le voyage est en fait un voyage intérieur. En fait, c'est déjà là en filigrane, dans certains westerns, dans certains films dont j'ai parlé de la contre-culture, mais ça devient très important dans les années 90-2000, à l'heure d'une nouvelle spiritualité, hein. Les valeurs américaines ont continué de s'effondrer, euh,
après la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe et ainsi de suite, ont montré que les États-Unis étaient incapables de se penser en dehors de cet impérialisme. Les valeurs familiales et chrétiennes sont toujours là. Donc, une réflexion est menée véritablement sur euh, qui suis-je véritablement, moi, citoyen américain de base, et donc moi, cinéaste américain, et comment je peux faire un voyage spirituel, intérieur, pour me connaître. Un autre grand film de l'histoire américaine, est fait d'ailleurs par un Anglais, et c'est un film de genre, c'est un film d'Hitchcock. La mort aux trousses, c'est son titre français. North by Northwest, hein, en américain, en anglais, c'est-à-dire une orientation, un sens. Aller vers, hein, vers le nord, remonter, euh, et donc arriver à, enfin, arriver quelque part, arriver à un but, en l'occurrence pour le personnage joué par le héros, qui a été pris par erreur pour un agent, pour un espion, pour un agent secret du nom de Kaplan. Il y a eu un quiproquo et on croit que c'est lui, donc il veut absolument prouver que c'est pas lui et retrouver sa vie normale. Or, il est entraîné dans une machination, des espions, des complots, etc. Et il découvre à la fin, parce qu'il recherche Kaplan, il a dit une fois que j'ai trouvé moi-même, que j'ai trouvé cet espion, j'ai lavé mon nom et je lui ai refilé la patate chaude, quoi. Et il découvre à la fin que Kaplan n'existe pas, c'est une invention par les services secrets américains pour mettre en déroute les espions soviétiques pour qu'ils suivent une fausse piste. Donc ils avaient créé un faux personnage en louant de chambre d'hôtel, en faisant croire, en louant des tables, etc. dans des restaurants, mais en réalité, Kaplan n'existait pas. C'était une fausse piste. Du coup, quand il découvre à la fin ça, le héros a deux choix. Il ne pourra jamais laver son nom. Et d'ailleurs, les services américains l'abandonnent. Pour eux, c'est encore mieux. Le fait que les espions se focalisent sur lui, qui croient que c'est Kaplan, ça va permettre à leurs espions à eux de travailler dans l'ombre. Donc aux deux tiers du film, on découvre qui est leur véritable espion. Et je ne vous le dis pas. Mais du coup, lui, il a deux choix. Euh, Tenter d'abandonner, d'oublier, etc. Ou être le héros de l'histoire. Et il devient le héros de l'histoire. Et quelque part, sans être véritablement Kaplan, il le devient quand même. Et, euh, et donc il s'est découvert un héroïsme qu'il ignorait, il s'est découvert une âme, et évidemment, dans un film d'époque, il se découvre une compagne, et comme on est chez Hitchcock, d'ailleurs une belle blonde, jouée par Eva Marisent. Euh, donc on voit, hein, il y a quelque chose comme ça euh, au fond du voyage, il y a qui suis-je? Il y a cette réponse-là, et finalement, la réponse, elle n'est pas là, donnée telle qu'elle, elle se construit au fil du voyage. Donc, euh, c'est un propos qu'on retrouve dans beaucoup de films, y compris des films au spiritualisme douteux. Un film que personnellement j'aime pas, comme Into the Wild de Sean Penn, hein, thématise ça très bien, euh, mais qui, même si c'est pas très intéressant, même si leur spiritualisme est assez faible. En tout cas, ça a permis de véhiculer euh, un autre imaginaire encore, celui non plus, vous êtes libre de prendre la route, mais vous êtes libre de faire ce voyage, ce parcours initiatique et intérieur, n'importe où, n'importe quand, il faut simplement, en fait, oser partir. L'aventure, le véritable aventurier, c'est pas celui qui vit des aventures, le véritable aventurier, hein, c'est une idée d'un philosophe qui s'appelle Jean Kelevitch, c'est celui qui part, sans savoir finalement. Ce qu'il va vivre, le but c'est pas je veux vivre une aventure, le but c'est de partir sans savoir ce qui va nous arriver. Ce cinéma-là n'est pas forcément en contradiction avec les cinémas antérieurs, je l'ai dit. Quelqu'un comme Clint Eastwood peut faire un western assez dur qui s'appelle Unforgivable, impitoyable, en 92, hein, pour lequel il a l'Oscar du meilleur film, et le film suivant en 95, Sur les routes de Madison, avec Meryl Streep, dans lequel il joue un photographe qui parcourt la route du comté de Madison pour y filmer les ponts. Justement, le pont, c'est le symbole du passage d'une rive à une autre, et faisant cela, il va découvrir aussi que l'enjeu de son métier de photographe, de regarder le monde, de voir le monde, c'était pas celui du parcours, c'était celui euh, de véritablement voir ce qu'il avait y compris sous les yeux, à savoir mais ensuite bien sûr. Il n'y a pas non plus de différence avec
ce qu'on avait dit de la contre-culture et des petites gens, des parias. Un film comme Little Miss Sunshine qui a fait son petit effet hein, en 2006 ou 2007, je ne sais plus quand il est sorti, où on voyait une famille de losers. Euh, mais en fait, tout à fait symptomatique de l'américain moyen. Faire un road trip dans un van, pas possible, donc c'est plus la voiture, c'est plus la décapotable, c'est plus la moto, c'est devenu le van ridicule. Espèce de souvenir du flower power du mouvement hippie. Hein. Pensez même Scooby-Doo avec leur van, hein, ils étaient tout à fait symboliques avec Sammy qui, dans Scooby-Doo, a l'air clairement d'aimer la Marie-Jeanne. Hein. Ce van jaune avec cette couleur improbable de cette famille de losers qui veut aller concourir à Little Miss Sunshine avec cette idée que tout est compétition. C'est l'Amérique du 21e siècle, c'est ce monde de la compétition, de la concurrence, du gain et d'un concours dégradant. Le concours de beauté des jeunes Miss, c'est évidemment une figure tout à fait détestable de la sexualité euh, qui a gagné absolument tous les rapports. On n'est plus dans des rapports affectifs, sentimentaux, mais des rapports du coup intéressés et charnels, avec tout ce qu'il y a de malsain derrière la sexualité des petites filles, mais qui est en fait déjà là dans les concours de Miss, même pour les grandes. Et donc ce concours ridicule qui va être, pour ceux qui connaissent pas la fin du film, je ne vais pas spoiler, mais à la fin, le concours est extrêmement mis en satire, et ce que va faire la petite fille de notre famille est un geste extrêmement fort qui vient tout à fait démystifier cette ambiguïté sexuelle derrière les concours de Miss. Donc du coup, ça devient un concours, le but du coup de la famille, c'est pas ce concours-là, et littéralement perdre, c'est rejeter, mais ça va être l'avènement à la fois de la découverte de qui ils sont intérieurement. Chacun d'entre eux, des membres de la famille, va se découvrir véritablement. Et quelque part, et c'est un geste très beau, accepter de faire partie des losers, des perdants de ce monde américain. D'ailleurs, c'est assez intéressant, ils partent d'Albuquerque, la grande ville du Nouveau-Mexique, pour aller en Californie. Donc il y a à nouveau cette conquête de l'Ouest sur ce van, mais parodique, mais menant nulle part. Donc c'est assez intéressant de voir ces formes modernes du road movie. Pour le plaisir, je propose de terminer sur l'analyse d'un film euh, qui est le dernier grand triomphe au cinéma d'un road movie. Euh, et qui est à la fois un film d'un cinéaste et à la fois un film de l'industrie américaine avec ce qu'elle a de plus mercantile. Donc du coup, c'est un film à la rencontre de beaucoup de choses que vous avez vu, hein, qui a été un grand triomphe à sa sortie, qui est très récent, et qui me semble être assez exemplaire de ce qui est le road movie actuellement. Je veux parler de Mad Max Fury Road. Le titre est clair, hein, la route de la furie. La série des Mad Max est très intéressante. Euh, Mad Max Fury Road est le quatrième opus, hein, tous ont été réalisés par le réalisateur australien George Miller. Le premier en 79 et les trois premiers avec Mel Gibson, hein, qui a créé le personnage éponyme. Donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique où la denrée principale, c'est l'essence. Sans essence, on n'est plus rien, on ne vit plus. Donc Max devient une nouvelle forme de cow-boy et de héros vengeur euh, dans ce monde où c'est la guerre du pétrole. Donc c'est un film de 79, le premier, qui est déjà un film du coup écolo puisque il y a déjà une réflexion sur la fin du pétrole, la fin des énergies fossiles, la destruction de l'humanité et des cultures telles qu'on le connaît, au profit d'un monde bien plus violent, réduit en petites poches, où le conflit règne. Donc ça c'est la série des Mad Max et euh, dans les années donc 79 au premier et les années 80, puis il y a eu une longue pause où George Miller est devenu un réalisateur hollywoodien de films de commande. C'est très intéressant, ceux qui ne le savent pas, il a fait Babe le cochon ou Happy Feet. Donc ça lui a permis d'être installé, qu'il fasse de l'argent, que les studios fassent confiance, qui lui a permis d'arriver à imposer l'idée de faire un nouveau Mad Max, notamment entièrement avec des cascades. Il n'y a pas d'effet numérique.
les cinémas des années 2000 et 2010 est très laid parce qu'il est dominé par le numérique. Là, il y a des vraies cascades, il y a des vrais camions. Ce qui fait que le film est très beau pour ça. C'est un film mécanique qui sent son huile. Et c'est un film qui a marché sur tous les plans, hein, près de 400 millions de dollars au box-office, 6 nominations aux Oscars, euh, classé dans les top 10 par les plupart des critiques, c'est-à-dire qu'il a conquis à peu près tous les publics. Euh, et c'est intéressant, le Fury Road, parce que sur les deux grandes questions des années 2010, il y répond. C'est un film écolo, clairement, qui réfléchit déjà à la collapsologie, à la fin du monde, qu'est-ce que serait le monde d'après. Et le monde d'après, si on n'y fait pas garde, c'est le monde des profiteurs, le monde des hommes, le monde des salauds, hein, pour utiliser un terme un peu cru, mais qui est souvent utilisé pour parler de ces profiteurs de conflits. Et un monde où finalement tout ce qu'on a pu dire sur l'état sauvage, l'état culturel, etc., où l'homme retourné à un état sauvage est encore pire que finalement l'homme de culture. En même temps, l'autre grande question des années 2010 au cinéma, ça a été la question de MeToo, ça a été la question des femmes, où on a fini par découvrir que le cinéma, comme le reste de la société, était misogyne et phallocrate, puisque en réalité, il est le reflet de choix sociaux, hein. Et du coup, euh, Mad Max Fury Road est intéressant pour ça, puisque Fury Road renvoie aussi à un personnage nouveau dans cet opus, Furiosa, interprété par Charlize Theron. Et du coup, il y a un véritable passage de Max à Furiosa dans ce film. C'est elle qui conduit, c'est plus lui. Et quand on sait tout ce qui se dit habituellement sur les femmes au volant, etc., il y a quelque chose d'assez drôle ici dans ce renversement. C'est plus, euh, c'est plus Max finalement le héros, c'est devient une femme. Et là-dessus, il y a un vrai renversement assez intéressant qui, bah, pour nous, clôt la boucle de cette présentation du road movie dans le cinéma américain.